Bienvenue à tous, bienvenue sur la Clique Paulette. Moi je suis Irène, j'ai créé le magazine Paulette qui est un féminin inspirant, qui présente des parcours inspirants. On existe en print, en digital. Je suis accompagnée de Juliette qui est ma rédac chef et aujourd'hui on est sur notre deuxième Clique Paulette, entourée d'une super clique qu'on va vous présenter. Le thème de l'émission c'est No Money Big Dreams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment aller au bout de ses projets et de ses rêves, même quand on ne part pas au départ avec les meilleurs moyens, financiers en tout cas. Et donc, du coup, on va développer tout ça avec nos invités. Juliette, tu nous présentes? Alors, Marine, tu as 34 ans et tu as fondé le studio Mir's Yoga. Et ta petite spécialité à toi, c'est le R&B yoga. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'on connaît. Moussa, tu as 32 ans et tu es un entrepreneur qui aide les autres à entreprendre. Tu te sers, parce que tu es déjà à la création de ta deuxième entreprise, donc tu te sers de cette expérience pour nourrir l'association que tu as créée en 2015, Les Déterminés. C'est bien ça. Et c'est une association qui propose un programme pour accompagner les gens qui veulent entreprendre et qui sont issus de banlieues ou de... Voilà, des territoires éloignés. Voilà, ok. Alors, Dicom, tu as 31 ans. Et tu es l'un des Muesli Boys, c'est-à-dire qu'avec deux autres, ton frère et un ami, tu as fondé Dear Muesli, une marque de muesli, comme son nom l'indique. C'est ça. Et Anaïs, tu as 30 ans depuis hier. Et du coup, bon anniversaire. Merci. Et tu es scénariste et réalisatrice, et particulièrement connue pour Ice Chronique. On dit comme ça, Ice. Ace. Ouais. Et du coup, c'est un long métrage maintenant et c'est sorti l'année dernière. Oui, voilà, c'est ça. Cool. Bon, bah déjà, merci à tous d'être là. Avant que vous rentriez dans le détail de vos histoires, parcours, expériences, moi, ce que j'aimerais, ce serait de parler un peu de la jeunesse, du départ. Est-ce que, selon vous, quand il y a quelque chose qui prédestine à aller au bout de ses rêves, à se lancer, à entreprendre, quels enfants vous étiez, quels ados vous étiez, et est-ce que, selon vous, c'est des indicateurs qui peuvent justement montrer qu'on est capable de relever ce challenge, parce que c'est peut-être pas pour tout le monde. Enfin, en tout cas, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue. Marine, qu'est-ce que t'en penses? T'étais quel type d'ado ou d'enfant? Et est-ce que... Je pense que j'ai toujours eu envie de faire les choses qui me ressemblaient vraiment et de choisir aussi mon emploi du temps quand j'étais enfant. C'était un peu... Je ne vais pas dire ça comme ça, mais en tout cas, je ne comprenais pas qu'on doive aller... tous les jours au même endroit, avec les mêmes personnes, genre aux mêmes horaires, genre l'école par exemple. Et plus tard, quand j'ai commencé à bosser en entreprise, c'était le même feeling en fait que j'avais. Et je trouvais ça presque contre-productif et pas très humain, quoi. Tu vois, pour moi, c'était... Donc j'ai toujours eu envie d'avoir cette liberté-là en fait, de pouvoir... organiser mes journées, mon temps, mes envies de la manière qui me ressemble. Finalement, dès le plus jeune âge, tu avais ce besoin de liberté, quoi. Ouais, je ne l'ai pas identifié comme ça, mais c'est un ressenti que j'ai toujours eu. Ouais. Ok. Moussa, toi? Moi, déjà, dès le plus jeune âge, j'étais quelqu'un d'hyperactif. Ok. C'est-à-dire, j'aimais bien bouger. Et c'est vrai que j'habitais dans un quartier où on n'avait pas la chance de partir en vacances, parce que nos parents n'avaient pas les moyens de nous envoyer en vacances tous les étés. Donc, on avait deux choix. Soit on faisait des bêtises, soit on essayait de trouver des solutions pour travailler. Donc, nous, avec mes amis, on essayait de trouver tout le temps des petites solutions pour pouvoir travailler. Et à côté, que ce soit dans le quartier, refaire le terrain de foot, aller au hypermarché du coin, juste que ça nous a valu d'aller... on a trouvé une idée qui était géniale à l'époque. Il y avait l'hypermarché... du quartier. Ouais. Et tout le temps, quand les habitants faisaient les courses, ils prenaient les caddies, ils les dispersaient un peu partout dans la ville. Ça fait que quand tu venais dans l'hypermarché pour faire tes courses, il n'y avait plus de caddies. Donc nous, à l'âge de 12, 13, 14 ans, on est parti proposer ça au directeur du supermarché, qu'on a une idée, et on a une solution pour résoudre le problème. Et si on te ramenait 30 caddies par week-end, tu nous donnes, est-ce que tu pouvais nous payer? Et en fait, tous les week-ends, on se faisait 300 francs par week-end. Et ça nous permettait d'avoir déjà une économie. Et dès le plus jeune âge, entrepreneur, je l'étais déjà sans le savoir. Ouais. Et on trouvait des solutions comme ça parce qu'on s'ennuyait. Et ça nous permettait
d'acheter une paire de baskets, d'aller à Clignancourt acheter un petit survêt, Ouais. et tout, etc. C'est bien. Trop bien, génial. Toi, Anaïs, quel enfant t'étais, quel ado t'étais? C'est vrai, moi c'est un petit peu comme vous deux, j'étais très hyperactive et puis j'aimais pas du tout l'école. J'ai pas du tout souffert pendant l'école, mais c'est vrai que j'avais hâte de la terminer, quoi. C'est vrai que puis en plus moi je viens de Toulouse, donc j'étais très attirée par Paris parce que j'étais attirée par le domaine artistique vraiment très jeune et j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir passer mon bac pour pouvoir venir un jour à Paris, cette grande ville où il y a vraiment ce côté très vif au niveau culturel et au niveau de l'artistique. Et donc j'étais vraiment dans une impatience tout le temps. C'est pour ça que l'école a été un parcours vraiment très long. On dit que la vie est courte, mais ça dépend de quel point de vue on se place. Et moi, je la trouvais très longue à ce moment-là, quoi. J'avais hâte de sortir de ce système. Ouais, voilà. D'accord, super. Et toi, Dicom, t'étais quel type d'ado? Est-ce qu'il y avait déjà justement des choses qui te prédestinaient à créer ta boîte? J'étais pas hyper actif. Loin de là, j'étais assez calme. Mais j'ai commencé à faire des choses qui... par moi-même, en fait, j'ai commencé à faire des instrus, donc du beatmaking, quand j'étais au lycée. Après ma terminale. J'ai commencé à en faire et ça a été mon premier truc un peu entrepreneurial parce que du coup j'étais sur une plateforme de musique qui marchait bien à l'époque et c'était un moyen pour moi de vendre mes premières instrus, donc 19 T'as vendu des instrus à 19 ans? Je pouvais vendre des instrus, mais il y a beaucoup de gens qui le faisaient. D'accord. Et du coup quand tu as ton petit logiciel, tu fais tes petites instrus et tu commences à les vendre. C'était vraiment ma première expérience entrepreneuriale de chez moi, tu vois, je commençais à faire ça. Donc c'était vraiment le premier truc. D'accord, super. Et justement, vous n'avez pas forcément... on ne vous a pas posé la question, mais ça serait bien que vous nous racontiez d'où vous venez, c'est-à-dire où est-ce que vous avez grandi, est-ce que vous aviez des frères et sœurs, et est-ce que justement... et quel parcours scolaire vous avez fait avant d'entreprendre, justement? Donc Marine... Alors, j'ai grandi une partie de mon enfance en Allemagne. D'accord. Jusqu'à mes 8 ans. Et ensuite, avec mes parents, on s'est installés en Alsace, donc à côté de Strasbourg. Donc c'est là que j'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse. Et ensuite, j'ai fait mes études à Grenoble. Et j'avais des bonnes notes à l'école, en fait. Et j'ai jamais pris le temps ou eu le temps, je sais pas comment par quel côté le regarder, mais de vraiment me demander ce que j'avais envie de faire de ma vie, en fait. J'avançais, voilà, j'avais des bonnes notes. Tu fais une classe trilingue, après tu fais du latin, après tu vas en seconde générale, et ainsi de suite. Et dans ma tête, c'était si tu veux avoir un bon boulot et gagner bien ta vie, tu fais une école de commerce. Et du coup, j'ai intégré une école de commerce à Grenoble. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé cette école, je me suis pas sentie à ma place, en fait. J'avais l'impression d'être complètement à côté de la plaque et de me dire mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas vraiment l'impression d'avoir choisi ça. Je me sens pas forcément sur la même longueur d'onde que ce qu'on me propose ici. Et ça a continué comme ça jusqu'à ce que j'ai mon premier job. Et sur le papier, c'était un job que j'avais vraiment rêvé d'avoir en presse pour un super titre de magazine. Donc j'enchaînais en fait de manière plutôt linéaire et assez lisse mes études et puis mon début de carrière. Et il m'a fallu 8 ans pour oser sauter dans le vide et me dire mais non, en fait... Depuis le départ, tu le sais, tu le sens que c'est pas exactement ça, mais je savais pas par quel angle le prendre parce que j'avais été, je pense, conditionnée aussi dans cette logique de travailler à l'école, d'être sérieuse et d'avoir si finalement tu n'aimais pas cette... exactement. Ça bouillonnait à l'intérieur, mais je savais pas je savais pas comment l'aborder en fait. Ok. Et, ouais. Super. Toi, Moussa, justement, est-ce que, tu viens d'où et quel a été ton parcours scolaire? Ouais, moi, je suis né à Cergy-Pontoise, en banlieue parisienne, dans le Val d'Oise. J'ai fait toute ma scolarité, j'ai grandi à Cergy-Pontoise. Et j'habite toujours à Cergy-Pontoise. Super. Donc je suis très attaché à cette ville. J'imagine. Parce que, voilà, même si je suis quasiment la plupart du temps
à droite, à gauche, mais c'est vrai que pour moi, cette ville, elle représente énormément. Déjà, il y a une bonne partie de ma famille qui est présente, il y a tous mes amis, etc. Et c'est vrai que là où on a grandi, on a une attache particulière. Et c'est vrai que pour moi, de continuer à être à Cergy, c'est important, ça me permet de me ressourcer et tout. Et moi, j'ai une scolarité qui a été classique, scolaire, école, lycée, collège, etc. Après, j'étais un élève normal, j'étais pas forcément un bon élève, mais j'étais pas aussi un élève catastrophique. Je suis allé quand même jusqu'au bac pro, j'ai fait un bac professionnel. J'ai eu mon BEP, après j'ai pas pu faire une filière normale, générale, ce que j'aurais voulu faire, mais j'étais pas assez concentré, un peu focus dans les études. Parce que voilà, quand moi mes parents ils sont originaires du Mali, et ils ne parlaient pas français, ils ne savaient pas lire ni écrire. Et c'est vrai que d'être dans un environnement comme ça, ils nous disaient que c'était important d'aller à l'école, mais il n'y avait pas forcément le suivi derrière parce qu'ils n'en avaient pas la capacité. Et après, c'est vrai qu'il n'y avait pas tant d'associations à l'époque. Moi, dans mon quartier, il n'y avait pas tant d'associations qui pouvaient aider au soutien scolaire et tout. Donc dans certaines matières j'étais bon. Moi, j'étais un passionné d'histoire géo. J'aimais toute l'histoire géo. J'avais énormément de bonnes notes là-dessus. Je faisais même des compétitions avec des camarades pour voir qui allait avoir la meilleure note. On avait entre 17 et 20 sur 20. Donc, c'était une compétition. On se challengeait là-dessus. Ça m'a permis de me canaliser, de pouvoir garder dans un cadre important. Et après, l'environnement, c'est vrai que l'environnement dans lequel je vivais, c'était un environnement qui n'était pas forcément facile, mais il y avait pas mal de solidarité, d'entraide entre les habitants. Et ça, moi, je pense que c'est ça qui a été ma construction. Et ça a servi aussi à mon engagement pour plus tard, quoi. Anaïs, toi, tu disais que tu venais de Toulouse. Ouais. Quel a été juste rapidement ton cursus scolaire ? Pareil, vraiment très classique, l'école, le bac, ça c'était vraiment la condition. Mes parents sont plutôt cool et ont été quand même vachement à l'écoute parce qu'ils m'ont laissé partir à 17 ans parce que j'étais pas encore majeure après mon bac. Mais par contre, c'était vraiment la condition. Ils voulaient que j'ai un diplôme, ça a été le seul d'ailleurs, mais ils voulaient que j'ai un diplôme avant de partir. Ça les rassurait. Donc, moi, j'aimais pas trop l'école, j'aimais juste l'école pour voir mes potes, quoi. Ça, c'est vrai que les cours, je trouvais ça terrible, quoi. On se tapait 2 heures d'histoire géo, 2 heures de maths, 1 heure d'anglais. Excuse-moi. Il fallait se la farcir, quoi, la journée avec toutes ces informations d'un coup. Moi, quand j'y repense, je me dis, mais c'était abominable d'avoir tout ça comme ça dans toute la journée, avec des DST blancs le samedi matin. Ça n'arrêtait pas. Donc c'est vrai que c'était... Puis bon, il y a cette notion quand même où on est tous notés. Ça implique pas forcément de la concurrence, mais il y a les bons, les mauvais, les moyens. Bon, c'est vrai que tout de suite, ça place un cadre un peu particulier auquel j'ai jamais été d'ailleurs stressée particulièrement, parce que j'étais plutôt au milieu. Ça dépendait vraiment des années, hein. Par exemple, en seconde, j'étais vraiment naze. En première, d'un coup, j'étais au milieu. Bon, ça s'expliquait jamais vraiment. Et puis au bac, ça a été un peu le coup de poker, quoi. On allait bien voir, voilà. Mais donc, comme je disais, j'étais vraiment une élève plus à l'école pour voir ses potes et qui espérait vite avoir le bac pour pouvoir ensuite partir. Quoi. Ok. C'était vraiment ça. Trop bien. Et toi, Dicom, le cursus scolaire ? Cursus scolaire. T'as grandi où déjà ? Alors, j'ai grandi, je suis né dans le 12e, j'ai grandi dans le 13e beaucoup, jusqu'au lycée. Ensuite, je suis allé vivre à Cergy. Donc, pas très loin. On est voisins. On est voisins. Et là, je suis revenu à Paris, du coup, dans Paris, mais une grande partie de ma vie dans le 13e, où j'étais un élève très moyen, c'est-à-dire plutôt dans la moyenne basse, je dirais. Ensuite, je suis allé 1 an aux États-Unis, donc en terminale pour être dans un lycée américain où j'étais parmi les meilleurs, mais parce que leur niveau, il n'est pas ouf. En lycée, tu choisis un peu tes matières et ton niveau, donc ça se comprend. Et j'ai retapé mon bac, je ne l'ai pas eu du premier coup quand je suis revenu. C'était un bac ES. Et ensuite, je l'ai repassé, je l'ai eu. Et ensuite, je suis allé à la fac, LEA anglais-espagnol. Assez cool. Je trouvais que c'était assez limité en termes de côté pratique, mise en pratique. C'était cool parce qu'on avait une option communication, mais il manquait quelque chose. Ouais. Du coup, de concret. Du coup, je suis allé en master en école de commerce. Et voilà, où j'étais un élève assez classique. Hein. Je faisais pas de vagues, je parlais pas beaucoup aux autres.
Parce que quand tu arrives en école de commerce, en master, ils sont tous déjà potes. Et c'est assez fermé, donc voilà. Moi, je sais que quand j'ai lancé Paulette, j'avais pas forcément de modèle auquel m'identifier. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Mais est-ce que il y avait des gens qui vous faisaient rêver, auxquels vous pouviez vous reconnaître et qui vous ont donné la force ou l'envie d'entreprendre, ou est-ce qu'au contraire, c'était le désert et c'est pour ça que vous y êtes allé? Toi, Anaïs? C'est exactement ça, c'était vraiment le désert. J'y suis allée vraiment sans parachute et sans savoir ce qui m'attendait. Et j'avais pas de modèle, mais après coup, maintenant, avec l'expérience, je me dis que c'est vraiment plein de particules, de rencontres, de choses, d'amour dans la famille, d'amour avec ses amis, qui ont fait que ça m'a donné l'envie, la confiance de le faire. Et le modèle est un tout, aussi la culture qu'on a reçue enfant, adolescent, a été un tout de tout ça. Et ça donne la force. C'est un énorme modèle, voilà, qui en était un, mais il n'est pas identifiable sur une seule personne. Toi, Dicom, tu avais des modèles, des gens que tu regardais Des gens que je regardais, alors je regardais pas mal ce qui se passait au niveau des États-Unis. Donc forcément, ce qui est self-made man, etc., Jay-Z, etc., Damon Dash aux États-Unis. Et aussi au niveau start-up, Guy Kawasaki, qui bossait chez, si je me trompe pas, chez Google à un moment. Il y a aussi voilà, tous ces entrepreneurs américains qui sont aujourd'hui, qui font des talks, etc. C'était un peu ça qui nous inspirait au fur et à mesure. Et en France, Philippe Bloch, fondateur d'une chaîne de coffee shop. Dans les années 90, déjà, il était en train de créer ça. Et j'ai lu son livre et j'ai lu la façon dont il avait justement échoué. Et ça qui m'a inspiré. Trop bien, génial. Moussa, toi? Moi, j'ai pas eu trop de modèle d'inspiration quand je me suis lancé. Je me suis lancé parce que j'avais une opportunité à cette époque-là. Et c'est comme ça que je suis tombé dans l'entrepreneuriat. J'avais pas forcément de représentation. Pas forcément de modèle. J'avais quelques exemples d'entrepreneurs autour de moi rapides, mais ils n'avaient pas créé des start-up ou des entreprises qui avaient réussi. C'était juste des histoires de se créer leur propre emploi. Et c'est vrai que moi, quand je me suis lancé dans un contexte particulier parce que je fais une rencontre et de cette rencontre, j'ai une opportunité qui s'ouvre et je crée ma boîte parce que j'ai une opportunité. Mais quand je me suis lancé, j'ai dû tout réapprendre parce que je ne connaissais pas du tout l'entrepreneuriat et j'avais personne autour de moi pour pouvoir me conseiller, me diriger et m'aider à me développer. Donc j'ai fait énormément d'erreurs. Après, en réalité, c'est comme... Tu vas nous raconter, on va le développer. Donc on développera. Et toi, Marine, des modèles, des gens qui t'ont inspiré ou Pas spécialement, je pense. Comme Anaïs, en fait, c'est des rencontres et des petits mots de certaines personnes au bon moment, en fait, qui construisent, enfin, qui remplissent le socle, qui est souvent fait de doute au début. Mais j'avais pas un modèle en particulier. Il n'y avait pas de business plan autour de mon projet, j'avais personne qui faisait ce que je faisais autour de moi, qui aurait pu me guider. Donc c'était beaucoup à l'intuition. Je pense que c'est intéressant parce qu'on a tous à peu près 30 ans et que finalement, aujourd'hui, avec l'apogée des réseaux sociaux, justement, il y a des modèles qui sont plus faciles à trouver parce que tout le monde pop-up avec un compte Insta, un projet, etc. Et que nous, finalement, on s'est lancé, genre, c'était... Enfin, finalement, les blogs. C'est une marque, ça? Ou MySpace. Ou MySpace, ou Facebook. Donc, ouais, non. Et du coup, c'est intéressant parce que finalement, vous avez un peu une responsabilité aujourd'hui d'être ces modèles et ces gens qui créent des choses qui sont visibles, alors que vous, quand vous êtes lancé, il n'y avait pas grand monde finalement, en tout cas qui vous ressemble, auquel vous pouviez vous identifier. Du coup, là, je vais inviter Juliette à aller creuser le fond sur justement comment vous vous êtes lancé. Parce que vous avez tous ce point commun quand même, c'est de ne pas avoir eu un modèle et de ne pas avoir eu un environnement familial qui favorisait l'entreprise ou l'idée de se lancer tout seul dans un projet. Et en fait, comment ça marche? Est-ce que vous avez vraiment eu un déclic? Est-ce que, tu vois, par exemple, Dicom, tu me disais que tu faisais du muesli depuis que tu étais petit avec ton frère, des petites choses comme ça. Ouais, c'est en fait l'idée de te lancer, c'est quand tu as vraiment une passion. Tout commence par une passion en fait. Tu fais le produit, tu te rends compte à un moment que tu peux plus le faire et que tu vas dans les magasins et que pendant des mois et des mois, tu es obligé de prendre ce que tu n'aimes pas
Et au bout d'un moment, quand tu vois que, justement, on parle de réseaux sociaux, etc., tu vois qu'à l'étranger, c'est très américain ce truc de dire, oh bah, elle a fait sa marque de cookies dans son salon, dans sa cuisine, et après ça a marché. On s'est dit, bah, pourquoi pas nous, tu vois. Bah, nous aussi, on va le faire, tu vois. Et on va le faire pour le produit qu'on aime. Et donc, on s'est dit, bah, on va se lancer. Et le déclic, ça a été aussi tout l'essor du monde des startups, l'accès justement aux formations sur Internet. C'était vachement bien pour nous parce que, comme on disait tout à l'heure, à l'école, tu n'apprends pas tout. À l'école, c'est souvent des gens qui t'apprennent à trouver un bon emploi. Ils t'apprennent à travailler pour trouver un bon emploi, pas pour créer de la valeur. Aujourd'hui, ça change, mais à l'époque, c'était, voilà, tu travailleras, tu trouveras un bon emploi. Et moi, là, ce que je voulais, c'était créer de l'emploi et surtout me faire kiffer avec un truc qui allait faire kiffer les gens aussi. D'accord. Et en plus, tu as quand même ton frère qui s'est lancé. Ouais. Ta maman t'a toujours dit tu travailleras et puis tu pourras te lancer. Exactement. Elle nous disait, en fait, tu peux être ce que tu veux, vous pouvez être ce que vous voulez, mes enfants, tout ce que vous voulez. Il y a une seule condition, c'est le travail. Il n'y a rien d'autre. Le travail, la persévérance, le travail. Et ensuite, ouais, j'ai un frère qui s'est lancé aussi. Et quand il commençait à travailler sur sa start-up, en fait, il allait à des sortes de talks, etc. Et il nous envoyait en fait les vidéos. Et nous, on se disait, on peut avancer aussi comme ça. Donc, on avançait au fur et à mesure, en même temps que lui. Lui a lancé plus tôt que nous, mais on s'est vachement inspiré de ce que les gens disaient, etc. Et ensuite, YouTube, les réseaux sociaux, enfin, YouTube, ouais, Internet. Ok. Et toi, Anaïs, Déclic. le déclic? Le déclic, du coup, il est quand même arrivé très très jeune, puisque bon, voilà, il y avait cette envie de partir. Et puis une fois que je suis partie... Mais c'était cette envie de partir, mais tu avais vraiment envie d'être comédienne, non? C'est ça? Et voilà, depuis toute petite? Oui, voilà, je voulais être comédienne, moi, et particulièrement dans le théâtre. Donc quand je suis arrivée à Paris, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai évolué un peu dans le théâtre pendant 6 ans. Et puis, en parallèle à ça, j'étais assistante réalisatrice pour des premiers courts-métrages, moyens-métrages. Et à ce moment-là, je ne voulais pas du tout réaliser, mais je ne savais pas du tout que j'allais finalement apprendre beaucoup de choses au moment où je réaliserais moi-même. Et le déclic de la réalisation est arrivé parce qu'un jour, j'ai vu une affiche sur le Mashup Film Festival au Forum des Images, où on pouvait apprendre à monter en ligne et faire des petits films, voilà, comme ça. Donc vraiment, je me suis dit, tiens, j'ai envie de le faire, mais vraiment, c'était pour le fun, c'était comme ça. Et en le faisant, je me suis vraiment découverte une passion pour le montage. Et ça m'a vraiment piqué. J'ai eu envie de continuer à refaire d'autres petits montages comme ça. Au début, on m'a prêté des téléphones pour filmer, etc. Donc pour faire de la matière comme ça. Puis je m'entraînais à monter à la maison vraiment pour le fun. J'essayais de créer un petit peu de matière émotionnelle, visuelle, sonore avec très très peu de moyens. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de moyens. J'ai fait un premier court-métrage de 20 minutes. Voilà, qui a été sélectionné en festival, qui m'a permis d'être invitée par l'ambassade de France en Chine, où j'ai reçu une bourse de l'Institut français de Pékin, là-bas, c'était il y a 5 ans. C'est important de dire un truc quand même, je me permets de t'interrompre, mais tu dis j'ai été sélectionnée en festival, les gens ils réalisent pas comment on est sélectionné en festival. Oui. Et moi, te voyant faire tous ces dossiers de malades, de pages, de fous et tout, c'est important de dire que les trucs tombent pas du ciel. C'est-à-dire que ça je le confirme. Mais c'est important parce que plus j'ai été sélectionnée en festival, plus j'ai eu une bourse. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Non, bien sûr. Et puis surtout que je viens, c'est important aussi de le dire, d'un milieu où il n'y a pas du tout de piston et que c'est vrai que quand on envoie son film en festival et que maintenant, aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup plus de réseaux, mais que je me suis créée, en fait, à force de travail, etc. Mais j'ai jamais été pistonnée. Je connaissais personne dans le cinéma, c'était pas ton milieu. Non, pas du tout, voilà, exactement. Donc effectivement, oui, il y a beaucoup plus de réponses négatives que positives, d'ailleurs. Là, je parle de ça parce qu'on parlait du déclic. Donc, c'est toutes ces petites portes qui se sont ouvertes qui m'ont amené à avoir ce déclic de réaliser et de franchir le pas de faire un premier long métrage. Parce que ça m'a donné confiance et du coup, je l'ai fait. Mais je ne sais pas du coup si on abordera après la notion des réponses négatives où là je pourrais peut-être plus raconter à quel point oui ça c'est juste la partie de l'iceberg en fait. Ouais. Mais effectivement oui ça n'arrive pas par hasard quoi. C'est beaucoup de sacrifices. Et toi Marine, ton déclic? Mon déclic il est vraiment venu quand dans le dernier job que j'ai eu en entreprise, en bureau.
Donc j'ai travaillé pendant presque 8 ans dans la com, les médias. Et je suis partie en vacances 15 jours en Australie. C'est la première fois que j'allais aussi loin. Et quand je suis revenue, j'avais l'impression d'être dans un tunnel noir, en fait. Impossible de me remettre dans mon taf. Et tout ce que j'avais toujours contenu et puis ressenti, quoi, cette intuition que c'était pas fait pour moi, ça m'a vraiment... ça a explosé, quoi, à ce moment-là. Et du coup, quelques semaines après être rentrée, je me suis dit, OK, je lâche tout. Je sais pas ce que je vais faire, mais je sais que ce qui se passe là, c'est plus bon pour moi, en fait. Et donc, je suis partie en Inde. Je savais simplement que je voulais partir faire du yoga longtemps, toute seule. Parce que tu me disais que ton mal-être se ressentait sur ton physique, tu avais mal au ventre, c'est pour ça aussi que tu t'es tournée vers le yoga. Ça a fait partie des déclics aussi. J'avais tout le temps très très mal au ventre, en fait, mais j'avais pas d'explication et ça a dégénéré en 2008. En fait, j'ai été hospitalisée à ce moment-là et j'étais persuadée que j'avais quelque chose d'hyper grave. Et on m'avait dit à ce moment-là cette phrase que je répète assez souvent, qui est la bonne nouvelle, c'est que vous avez rien, la mauvaise, c'est qu'on peut rien faire pour vous. Parce que médecin qui me suivait à ce moment-là m'avait dit. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, il y a... Enfin, au-delà du mal-être psychique, ça crée quelque chose dans mon corps qui tourne pas rond. Et donc, j'avais commencé à ce moment-là, quelques années avant, à pratiquer le yoga. Et ça me faisait vraiment du bien. Et j'avais envie de me connecter à ça longtemps, loin, seule. Et donc, je suis partie en Inde à ce moment-là. Et quand je me suis documentée sur ce que je pouvais faire comme stage longue durée de yoga en Inde, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait se former comme professeur. Et j'avais pas de projet particulier d'enseignement par rapport à ça. Mais tout ce qui était proposé dans la formation, la philosophie, l'anatomie, l'alignement, etc., ça me parlait pour moi, en fait, pour ma pratique perso. Et donc, je suis partie là-bas. Et quand je suis rentrée à Paris, en fait, c'est mes copines qui m'ont mis le pied à l'étrier en me disant, moi, je veux des cours. Donc, on allait chez une copine tous les matins. Enfin, pas tous les matins, mais toutes les semaines, plusieurs matins dans la semaine, à 7h, je donnais un cours. Et puis petit à petit, il y a d'autres copines qui sont arrivées, puis des personnes que je ne connaissais pas. Et en fait, ça s'est mis en place comme ça. Et un peu comme ce que tu disais, en fait, par rapport à mon studio de yoga et à la marque d'accessoires pour la pratique du yoga que j'ai créée, c'est qu'en fait, j'ai créé quelque chose que je ne trouvais pas pour moi. Aussi bien pour ma pratique perso, je ne trouvais pas d'endroit où pratiquer un yoga qui me ressemble vraiment. Je trouvais pas les produits, un sac pour transporter mon tapis qui me plaisait, je trouvais tout hyper roots. Enfin, voilà, c'était un délire New Age qui me parlait pas, en fait. Et je trouvais que voilà, il y avait quelque chose à proposer. Parce que si moi, j'en avais besoin, si je ressentais un manque, c'est que forcément, il y avait d'autres gens à qui ça pouvait parler aussi. OK. Voilà. D'accord. Et toi, Moussa, est-ce que ton déclic, c'était au moment où tu as eu envie un peu d'aider ton quartier, C'était quoi ton déclic? Mon déclic de l'engagement, ouais, ça a été un peu ça. Moi, j'ai vu à un moment donné une situation qui se dégradait un peu partout, qu'à un moment donné, que le seul moyen de pouvoir faire en sorte que les autres réussissent, c'est d'agir. Et c'est pour ça que moi, en fait, mon parcours entrepreneurial, il est beaucoup lié à aussi mon engagement associatif, parce que créer aussi une association, c'est comme être entrepreneur. Et parfois, c'est même plus dur, parce que là, vous vous engagez pour les autres et vous essayez de trouver des solutions à des problématiques que vous n'avez pas de réponse tout de suite. Et c'est vrai que pour moi, de voir la situation de mon quartier se dégrader, ça m'a poussé en fait à vouloir m'engager, parce que c'était un devoir. C'était plus un devoir, c'est qu'à un moment donné, quand vous grandissez dans un quartier, vous réussissez de votre côté une partie, à un moment donné, quand vous rentrez, vous voyez des gens ou des plus jeunes avec qui vous les avez soit vus grandir, soit avec qui vous avez grandi, être dans une situation où parfois ils n'arrivent pas forcément à trouver d'emploi, ils n'arrivent pas forcément à s'émanciper, même de se construire personnellement et professionnellement, c'est difficile. Donc on ne peut pas rentrer chez nous et fermer la porte et de faire comme si de rien n'était. Et ça, pour moi, ça a été une des sources d'inspiration de mon engagement et aussi de la force que j'ai mis. Mais c'est énormément de travail, c'est énormément d'engagement, c'est énormément aussi de sacrifice, parce que c'est du temps qu'on décide de donner pour les autres. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident tout le temps, parce que parfois on peut s'oublier, on a tendance parfois à s'oublier. Et c'est vrai que tout ça, c'est grâce aussi au collectif, c'est grâce
à la force collective qu'on a pu aussi créer derrière toute cette dynamique. Et ça nous a aidés, ça nous a permis de se développer. Et nous-mêmes, ça nous a aussi construit personnellement, parce que aussi, on était comme tout le monde. Et c'est vrai que parfois, quand on est dans certaines situations, on a tendance à croire qu'on n'a pas notre place, ou parfois on peut manquer de confiance en nous. Et en fait, cette idée de vouloir en fait créer des choses, contribuer aussi. Moi, ce qui me passionne, c'est aujourd'hui, je me lève tous les matins, quand je suis passionné, et mon déclic, ça a été peut-être ça, c'est de voir aussi les autres réussir au même moment, comment on contribue aussi à leur réussite, comment on les accompagne, etc. Et tout. Et ça, c'est un moteur puissant, parce que c'est plus que tout, c'est plus que l'argent, c'est plus que tout ce qu'on peut avoir autour. Et derrière, ça donne une force qui est incroyable. Et c'est ça qui nous pousse en fait à aller plus loin. Et on ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de faire, des portes qu'on est en train d'ouvrir, parce que pour nous, on le fait avec le cœur. Et ça vient tout seul. Et après, quand vous faites ça, il y a une dynamique qui se crée, il y a des opportunités, c'est un cercle vertueux et tout qui se crée autour de vous. Ok. Et en fait, pour la plupart d'entre vous, vos familles ne vous ont pas forcément mis des bâtons dans les roues, mais il n'y avait pas forcément un soutien ou une incompréhension. Enfin, on ne savait pas trop dans quoi vous vous aventurez là. Et en fait, comment on gère ça quand la famille proche ne comprend pas ou ouais. Comment on gère les moments de doute comme ça, dans ces cas-là, quand on n'a pas un soutien En fait, moi, ce qui me concerne, moi j'ai été très très entourée d'abord avant tout d'amour. C'est sûr que par exemple mes parents voulaient que je sois heureuse, ils voulaient mon bonheur. Je pense que c'est juste qu'ils se sont énormément inquiétés, ce que je peux quand même comprendre. Voilà, moi, dans mon cas, je suis partie jeune, dans le domaine artistique, on sait tous que c'est difficile. Eux, ils connaissent rien finalement au domaine artistique, donc ils se disent que c'est pour les autres. Pour les gens pistonnés, pour les fils et filles d'eux, voilà, on est plus sur ce genre de réflexion. Et je pense aussi qu'ils angoissaient parce que ils n'avaient pas les moyens de pouvoir m'aider et de se dire si elle n'y arrive pas, on ne va pas pouvoir être là, on n'est pas rentier chez nous. Donc il faut quand même à un moment donné partir de chez ses parents et pouvoir vivre soi-même. Donc je pense qu'en fait c'était vraiment la peur de ne pas pouvoir aider qui de temps en temps passe par des questions, passe par des angoisses qui peuvent transmettre en fait. Et c'est un moment où nous, en tout cas moi, j'avais pas du tout envie ni besoin de ces angoisses et où il faut à un moment donné, y compris de ses très proches, de ses parents, de ses amis très proches, se protéger. Et ça passe par s'approprier une sorte d'autonomie et de dire non. Et de dire non, j'écoute pas ça, non, je prends pas ce conseil. Et je continue mon truc. Et moi, je me souviens que plein de fois, ça m'a stressée parce qu'on se dit à ce point-là qu'on s'affirme en disant non, mais on ne sait pas si ça va marcher. Ah oui. Et du coup, c'est vrai que ça fout la pression. Et en même temps, je crois que c'est cette pression du sans filet de sécurité, d'avoir dit non à tout ça et de continuer qui m'a dit j'ai pas le choix, il faut que ça marche. Parce que si ça marche pas, ça craint grave, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça qui, moi, m'a donné aussi une force. Donc c'est pas si négatif que ça au final. Et puis je leur en veux pas du tout parce que je pense que c'est impalpable, c'est dur de comprendre et peut-être qu'on le comprendra encore plus quand on aura nous-mêmes des enfants. Et voilà. D'accord. Moi, je me souviens que quand j'ai fait ce saut dans le vide en quittant mon taf bien payé, avec le bon titre, etc., il y a eu beaucoup d'incompréhension autour de moi parce qu'on me disait « mais attends, tu prends un risque de dingue alors que tu as tout ce qu'il faut ». Et j'ai attendu un peu avant de le dire à mes parents et j'ai pris le train, je suis allée à Strasbourg pour l'annoncer à ma maman et je lui ai dit, et j'ai vu vraiment la panique dans ses yeux et en même temps, mes parents m'aiment beaucoup, donc c'était pas... je voyais qu'elle essayait de contenir et en même temps, elle essayait de comprendre et puis il y a eu un petit, je pense, débordement de panique à un moment donné et c'est à ce moment-là que j'ai dit, voilà, je vous aime beaucoup, je vous adore, mais si vous déversez trop de questions négatives sur moi, trop de doutes, etc., je ne vais pas être capable de le soutenir, en fait. Donc, je serais obligée de mettre un peu de distance le temps d'eux. Et c'était super dur de dire ça, parce que, voilà, ça fait mal au cœur de dire ça, mais ils l'ont très vite compris.
Et je pense qu'ils ont énormément pris sur eux pour pas, tu vois, trop poser de questions, trop... Alors, de temps en temps, il y avait des petits trucs qui revenaient et tout de suite, ils se rattrapaient, tu vois, en arrêtant les questions un peu trop négatives, en fait. Mais je pense que ça part du bon endroit, en fait. C'est simplement, comme dit Anaïs, c'est une envie de pouvoir soutenir et pas forcément pouvoir le faire financièrement quand il y a une prise de risque comme ça. Mais quand on est dans le feu de l'action, on est à fleur de peau, quoi. Donc, je pense que c'est important d'essayer de prendre le recul et de se protéger aussi de cette manière-là, quoi. Et vous, les garçons? Ouais, alors moi, il y a un truc que j'ai fait avec mes amis. C'est assez particulier. En fait, on a créé Dear Musli. On a commencé à faire des événements, etc., un peu partout. Poster sur les réseaux sociaux, sur nos comptes sur les réseaux sociaux, du coup. Et les gens, nos amis, en fait, on leur en a pas forcément parlé, mais nos amis nous demandaient si on travaillait pour une marque. Ils nous disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette marque? Vous travaillez pour une marque de céréales, les gars? On voit... Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Et donc, une fois qu'on avait validé ce truc, que nos amis voyaient ça comme une marque déjà établie ou une nouvelle marque, on leur a dit, non, c'est notre marque. Et là, ça a fait un peu l'effet waouh. Oh, vous avez monté votre propre marque de céréales, les mecs? Truc de ouf. Parce que si on leur avait dit au tout début, hey, on a envie de monter notre marque de céréales, ils auraient dit, qu'est-ce que vous allez faire, les mecs? Monter une marque de céréales. Mais une fois qu'ils ont vu que le truc existait déjà, c'est là qu'ils se sont dit, en fait, une fois qu'ils ont réalisé que c'était nous, on n'était pas des gens qui travaillaient pour la marque, mais on avait créé cette marque. Et pour certains, c'est assez atypique de voir 3 mecs créer une marque de céréales dans produits sains, etc. C'est pas pour certains, c'est carrément atypique. Pour les gens, voilà. Mais à l'étranger, ça existe. Mais voilà, ils se disent, ah, et en plus, c'est vous qui avez fait ça. Putain, c'est trop bien. Oh, pardon. C'est trop bien que vous ayez créé ça. Mais si on avait... parce que j'en ai parlé à certaines personnes, 2-3 personnes, qui me disaient, vous devriez faire travailler dans le télécom, plutôt dans la télécom, pourquoi vous voulez faire des céréales? Donc, quand le mec a commencé à me dire ça, donc je me suis dit, ok, lui, il est comme ça, c'est-à-dire que beaucoup de gens seront comme ça, donc on va créer notre truc. Ouais. On va en parler que aux gens de l'univers start-up et entrepreneuriat, qui, eux, comprennent quand tu dis que tu as un marché qui est énorme, qui vaut plus d'1 milliard d'euros de marché juste en France sur ce secteur-là. Lui, il va comprendre que oui, il faut que tu te lances là-dedans, tu vois. Et ceux qui n'étaient pas dans l'entrepreneuriat, on leur a pas trop dit, on leur a juste montré le résultat final. Mais les parents? Et les parents, ma mère, elle a soutenu assez rapidement. Après, elle disait pas grand-chose, tu vois, elle disait, ok, est-ce que ça va? Le ça va qui veut tout dire, tu sais. Ça va, mais ça va. Mais en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des petits jobs. Donc, on s'est lancé, mais on a gardé des petits jobs 20 heures par semaine, un magasin de vêtements, sur les Champs-Élysées, machin. On se mettait en mode robot. Donc, elle voyait qu'on avait quand même une source de revenus, qu'on ne s'était pas jeté dans le vide. On avait juste réduit nos heures et on charbonnait, on travaillait, on allait faire de la récup, de cartonnage dans les magasins pour faire les premiers envois, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour le faire, etc. Et donc, on faisait ça. Et notre mère voyait qu'on était exténués. Parce qu'on enchaînait, genre on travaillait, on rentrait, et ensuite on travaillait jusqu'à 2h du matin, et on enchaînait comme ça. Et elle se disait, ok, ils ont vraiment quelque chose, ils y croient vraiment, et donc elle nous demandait juste si on avait mangé, etc. Parce qu'elle voyait on travaillait vraiment pour ce truc-là. Et ensuite, quand le déclic pour les gens, le déclic pour les gens, c'est quand on commence à avoir de la presse. Alors là, au niveau des réactions des gens, tout devient plus positif au niveau des « Ah, c'est cool, je vous ai vu dans blablabla ». Et là, ça commence à être positif. Mais quand t'as pas une parution ou un truc, ils disent que c'est cool. C'est le doute, quoi. Ouais, c'est le doute. Mais quand tu commences à voir que t'es à un certain endroit, même si c'est un tout petit truc... Ça valide, en fait. C'est vraiment le cachet... Et les gens ont besoin de cette validation de « Ok, ils en parlent ». Donc s'ils en parlent, moi... je peux me dire que leur truc, ça va aller, alors que c'est juste un article de presse. Hein, tu vois. Et toi, Moussa? Moi, ça a été simple, moi, parce que moi, j'ai pas forcément eu besoin du soutien direct dans ce que je faisais, parce que je savais que je l'avais. Et à partir du moment chez nous où vous travaillez, même tant que vous travaillez, c'est une fierté pour les parents. Moi, mes parents, ils sont assez simples.
Ils nous demandaient juste de travailler, quoi. Et après, se lancer dans l'entrepreneuriat, une fois qu'on participait aussi collectivement, parce que nous, moi, je suis issu d'une grande famille et tout, et c'est vrai que à chaque fois que quelqu'un y travaillait, nous, la première chose qu'on faisait, c'est qu'une partie du salaire, on contribuait aussi, on donnait un peu aux parents et tout, etc. Et ça, c'est toujours, ça on l'a toujours gardé en tête. Et le fait de faire ça, les parents étaient fiers aussi de nous. Ça encourage. Ils nous ont tout le temps encouragés, quoi. Et ça, c'était important. De rien faire, là, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi que de faire quelque chose et de travailler et tous les mois de participer aussi aux charges du foyer. Et ça, pour nous, c'est là où tu deviens un homme. Tu deviens un homme, où tu deviens responsable. C'est à partir de ce moment-là où tu arrives à travailler, que tu arrives à te lancer et participer aux tâches et aux charges de la maison. Et ça, pour nous, nos parents, tout de suite, ils ont été fiers. Parce que ça débouchait à quelque chose et puis c'était concret, quoi. Donc après, moi, le soutien, je l'ai eu naturellement de mes sœurs et mes frères. Et de mes parents par derrière, ça a suivi que simplement. Maintenant, c'est beaucoup plus dur. C'est parce que maintenant, je suis plus chez mes parents, mais je suis plus trop là parce que je suis happé par toutes mes activités et que j'ai un peu moins de temps. Et j'essaie de venir tout le temps un peu quand je peux et tout. Donc là, ils s'inquiètent un peu parce que ça grandit et ils me voient moins. Et c'est maintenant qu'ils se posent ces questions-là en disant attention. Faut pas tout mettre dans le travail. C'est mieux que tu fasses un truc simple, mais moins grand. Mais c'est maintenant qu'ils s'inquiètent. C'est pas maintenant qu'ils te mettent un peu de stress. Exactement. Et là, ça me met du stress. On imagine quand même que vous avez eu des bâtons, enfin on vous a mis des bâtons dans les roues. Ou pas. Mais bon, il y a quand même eu des petites difficultés peut-être sur votre parcours. Et est-ce que ces difficultés, vous pensez qu'elles sont liées soit au fait que vous soyez des femmes ou alors des personnes de couleur. Minorité visible. Ouais. Est-ce que vous avez ressenti finalement des difficultés par rapport à ça? Enfin, c'est réel quand même normalement. Moi, ça a été une force parce que deux noirs et un asiate qui se lancent dans un produit sain, un muesli qui est considéré comme assez féminin, machin. C'était une révolution, donc les gens ils étaient comme des oufs. Et surtout, les gens issus de l'immigration, donc les minorités visibles qui ont notre âge ou plus jeunes ou un peu plus âgés, mais qui n'ont pas pu faire, qui n'ont pas pu entreprendre, ils sont super fiers. Et quand ils me voient, quand on se croise dans des événements, ils me checkent, ils me disent « Ah, c'est bien ce que tu fais là, tu motives beaucoup de gens à faire ce que vous faites, etc. Tu motives beaucoup de gens, tu montres à beaucoup de gens que c'est possible. » Qu'avec peu d'argent. Cette représentation dont on parlait tout à l'heure, en fait, finalement, qu'on n'a pas eu, nous. C'est ça, exactement. Cette représentation qui est de se dire, bah voilà, nous aussi, on peut le faire, tu vois, parce que quand on est petit, dans certaines familles, en fait, on ne voit pas l'étendue de nos capacités. On ne voit pas que nous aussi, on peut être le prochain milliardaire, tu vois. On ne dit pas, on nous dit, bah toi, justement, comme il disait, les parents, ils vont dire, du moment que tu travailles. Il y a les familles aisées, ils vont dire tu dois prétendre au moins être un directeur. Tu vois, c'est pas du tout le même rapport. Nous on dit au moins trouve un taf. Et l'autre la sécurité soit plus au moins un directeur. Tu vois. Et à partir du moment où tu comprends que tu peux être ce que tu veux très très haut et que tu communiques dessus justement avec les gens, nous les gens ont eu un très bon ressenti à ce niveau-là et ils nous ont dit qu'ils étaient fiers de nous, etc. Après, tu as toujours les gens de certaines sociétés qui sont un petit peu à l'ancienne et qui vont dire certaines choses alors que c'est malvenu, mais tu fais pas attention, tu vois. Donc toi, tu l'as eu comme une force. Toi, Anaïs, justement, le milieu du cinéma, c'est quand même un milieu qui est très masculin en termes de réalisateur. Tu arrives, tu es une femme, tu arrives en plus, tu montes ton long métrage, tu es jeune, c'est pas ton milieu. Enfin, est-ce que tu as eu des embûches justement liées à ça? Pas du tout. Je dirais, enfin, en tout cas, je les ai pas ressenties. Ou alors j'étais dans un clair déni, c'est possible. J'ai pas voulu me rajouter ça comme difficulté en fait. C'est-à-dire que déjà de faire ça de manière complètement hors système, de manière autodidacte, c'était déjà potentiellement soit des handicaps, soit justement des forces. Ça dépend de quel point de vue aussi on se place. Et du coup, j'avais pas envie de me rajouter. Tiens, je suis une femme, donc c'est encore plus difficile. La question se pose peut-être même plus maintenant parce que j'ai l'impression qu'elle se pose
encore plus maintenant dans les médias. Enfin, elle s'est toujours posée, Bien mais là, d'autant plus. aujourd'hui. Mais c'est vrai que jusque-là, je me suis jamais sentie, avoir eu des bâtons dans les roues parce que j'étais une femme. En tout cas, j'ai pas voulu, voilà, me le dire. Et j'ai essayé plutôt même d'en faire une force. Voilà. Et puis, je le ressens presque, pas vraiment dans le cinéma, mais après, c'est vrai que mon premier film, je l'ai fait en dehors du système. Donc, j'ai choisi moi-même mes équipes. Tout est... Voilà, je rentre plus maintenant dans le moule du milieu du cinéma, dans le monde du cinéma. Donc, peut-être que c'est des choses que je vais plus voir maintenant. Ouais, mais bon, j'espère pas. Et j'espère que ça va évoluer dans le bon sens à ce niveau-là dans le cinéma. Par contre, je le ressens un peu plus dans tout ce qui va être les jobs alimentaires. Ah ouais. Depuis mon plus jeune âge, c'est vrai que tu parlais des jobs, et moi, ça, j'en fais toujours. Hein. Ce matin, j'ai posé ma journée pour venir ici. Je travaille toujours en taf alimentaire, et là, vraiment, dans ces milieux-là, je ressens beaucoup plus le sexisme, quoi. Sexisme banal, quoi. C'est ça. C'est tout le temps des... c'est des blagues. Je suis pas sexiste, mais quand même, je te fais tout le temps des blagues sur ça. Et c'est vrai que c'est très fatigant. Et toi, Marine, c'était, tu me disais que comme tu étais une femme, c'était plus compliqué d'entreprendre quelque chose, de te lancer, d'être à ton compte. Et souvent, on te mettait on te mettait en parallèle de ton copain. On vous félicitait tous les deux d'avoir entrepris alors que tu étais toute seule. En fait, ça a jamais été un frein ou vraiment... Ça m'a pas mis des bâtons dans les roues. J'ai pas eu de difficulté par rapport à ça, en tout cas, je pense pas. Mais j'ai vraiment ressenti qu'il y avait... parfois un manque de crédibilité, en fait. Dans des scènes très, très simples, très banales du quotidien, comme le jour où tu vas à la banque pour faire un crédit pour le projet, le banquier te dit « mais de toute façon, vous êtes mariés, donc en gros, il y a un mec derrière pour assurer si ça va pas ». Ou je vais au guichet de la pro de la Poste, parce que j'ai la carte pro pour faire des envois. Et 2 fois de suite, le mec du guichet, à 15 jours d'intervalle, me dit « Non, là, c'est le guichet pro, en fait. » Et t'arrives et tu dis « Alors, qu'est-ce qui, sur moi, dit que je suis pas détentrice de cette carte professionnelle ?» tu vois. Et c'est des petits trucs comme ça, où alors tu vas, je sais pas, tu rencontres des agents immobiliers dans des agences pour chercher un nouveau local, et puis il y a un pote qui est là avec toi ce jour-là, et tu rentres dans une agence où ton mec, et tu poses des questions à l'agent immobilier, et l'agent immobilier répond à ton mec ou à ton pote mec à côté. Et c'est des petites choses comme ça, en fait, qui... ou quand le nouveau studio a ouvert, très souvent les gens nous félicitaient en tant que couple, alors que c'est mon projet, même si je suis hyper soutenue et hyper aidée émotionnellement, psychiquement par mon mec. Mais il y a quand même toujours cette présomption que si une femme entreprend, il y a forcément un gars derrière qui... financièrement soutient ou entretient, et que c'est un peu comme un hobby que je ferais, tu vois. C'est plus ça que j'ai ressenti, mais ça m'a pas véritablement mis des bâtons dans les roues. Moi, je trouve que ça donne de la force, au contraire. Parce qu'en fait, quand tu es challenger, et je trouve que ça soit en tant que fan ou en tant que minorité, finalement, tu sais qu'on attend tellement peu de toi. En gros, genre, tu dis, tu as envie de prouver, en fait, que, en fait... tu es légitime et que tu as le droit d'être là. Voilà, exactement. Et je trouve que ça donne encore plus de force de partir d'en bas, finalement, parce que tu as la rage, en fait. T'es énervé, quoi. J'étais en colère quand je me suis lancée. C'est vrai, c'est important. Ça peut être un moteur, en fait. Et si tu arrives à transformer cette énergie-là en création, c'est chouette, quoi. Donc ça, t'as ressenti quelque chose, toi? En même temps, t'entreprenais dans la bienveillance de ton cercle, de ton milieu. Univers et tout. Mais t'as ressenti que ça pouvait... Bien sûr, des barrières, des bâtons dans les roues, on en a tout le temps. Mais ça fait partie. Moi, j'ai ancré dans mon cerveau que des barrières, forcément, il y en allait en avoir. Ça veut dire, automatiquement, je sais s'il n'y en a pas... C'est bizarre. C'est bizarre. S'il n'y en a pas, c'est bizarre. Mais en réalité, les barrières, on sait, mais je pense que c'est difficile pour tout le monde. Chacun a ses barrières à ses niveaux. Nous, on a des barrières parce que, à un moment donné, tu es jeune, tu viens d'un quartier, tu es noir. On ne va pas forcément te faire confiance tout de suite. Mais finalement, quand tu parles avec les gens, tu arrives à discuter, que tu crées un lien avec les gens, finalement, ils se rendent compte que non. Et moi, mon but à moi, toute ma vie, ça a été de déconstruire les préjugés, en fait, des gens. Parce qu'en réalité, tout le monde a des préjugés. Nous, on peut avoir des préjugés sur d'autres. D'autres, ils peuvent aussi avoir des préjugés sur nous. Et en fait, c'est dans la discussion que tu arrives à
faire tomber ces préjugés et que tu arrives à voir la vraie personnalité des gens. Et si la personne elle est mauvaise, elle sera mauvaise, peu importe d'où elle sort. Si elle est bonne, elle sera bonne, peu importe d'où elle vient. Et c'est ça, c'est un peu ça. Après, moi, à chaque fois j'ai fait mes projets, ou chaque fois je me suis lancé dans une aventure, j'ai foncé la tête baissée. C'est-à-dire, je suis dans l'action. Quoi qu'il arrive. Après, on réfléchit, c'est tout le temps réfléchi. Il y a une vision, il y a une stratégie, il y a tout ce qui va avec. Mais j'ai tout le temps été dans l'action. Ça fait que quand tu es dans l'action, tu n'as pas le temps de voir les barrières, les freins, les trucs, etc. Parce que tu es tellement dans ton truc que tu n'as même pas le temps de voir tout ça. Et en fait, ça te pousse à avancer. Moi, ça a été tout le temps ça, mon moteur. C'est-à-dire, des fois, je vais dans des nouveaux projets. Quand je fais des réunions de plus de 2 heures, 3 heures, ça commence à... Et tout, moi, je dis, venons, on fait. Venons, on fait. Et après, on va voir. Et après, on fait un bilan pour voir si ça marche ou ça marche pas. Agir au lieu de trop penser. Exactement. C'est clair. Trop bien. On peut peut-être passer à une partie un peu plus inspirationnelle, des conseils, des tips. Ouais, il nous reste une petite dizaine de minutes. Entreprendre ou aller au bout de ses projets, c'est beaucoup de joie et c'est des accomplissements, mais c'est aussi beaucoup de solitude, une grosse pression. Il y a beaucoup de gens qui se lancent aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, en termes de nombre, grâce justement aux plateformes sociales, puisqu'on se rend compte que l'entrepreneuriat a un clic. Après, toute la partie, on va dire, administrative est encore très lente et très complexe, mais malgré tout, de plus en plus de gens se lancent. Justement, vous, par rapport à ces difficultés, quels seraient vos conseils? Comment vous gérez la confiance en vous? Qu'est-ce qui est le plus dur? Comment on se prépare à ces difficultés? Est-ce que vous avez quelques tips? Comme Moussa disait, il faut foncer. En fait, le fait de foncer, ça fait qu'on ne se remet pas en question tout de suite. En fait, quand tu sais pas que les gens vont te challenger, etc., tu dis, ok, ça veut dire que je suis légitime. Et en fait, le fait de se dire que tu es légitime, ça t'aide vachement. En fait, c'est quand tu as lancé ton truc que les gens vont te demander, ah, mais est-ce que tu es légitime? Je l'ai fait. Tu vois. Et en fait, le fait de ne pas y penser, c'est que tu vas très vite. Et pour moi, ça serait aller vite. Si le conseil que je donnerais pour avoir confiance en soi, c'est aller vite, pas se poser de questions, se poser les bonnes questions, mais aller très vite. Si tu vois que ça ne marche pas, tu fais une itération. Donc, tu commences petit et tu construis au fur et à mesure. Mais si tu attends d'avoir le meilleur produit dans possible... l'action toujours. Ouais, si tu attends d'avoir le produit fini possible... Avant de lancer... Tu sortiras ton truc. C'est le défaut de plein de gens. Overthink, repense. C'est le plus gros défaut et c'est ce qui fait que tous les autres petits qui sont lancés avec un produit qui était minable, ont eu le retour des gens rapidement et ont pu changer. Tout de suite retransformer, tout de suite. Parce que, et tous les autres qui veulent le truc parfait, ils mettent 3 ans pour sortir leur truc. Ouais, c'est clair. Et au final, j'ai l'impression que tout le monde peut avoir une bonne idée, tu vois. À un moment donné, tout le monde peut se dire, tiens, je révolutionnerais bien tel secteur en créant tel projet. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est l'endurance, en fait. Parce que c'est ça qui va... il faut essayer, tomber, remonter... Pas avoir peur que ça prenne le temps. Ça prend du temps et c'est aussi ce qui construit le chemin et qui rend le chemin intéressant. Mais l'exécution aussi. Ouais. Bien ça, parce qu'on peut avoir la même idée, 10 000 personnes peuvent avoir la même idée, mais la façon de l'exécuter, c'est ça qui fait la différence aussi. Et l'exécution, tu as un retour en essayant. Exactement. C'est ça qui affine ton projet. Et puis, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Clairement pas, mais ça regroupe un peu tout ce qui est dit depuis tout à l'heure, je dirais pas mieux, et du coup c'est vrai qu'on a quand même souvent on tombe aussi, et puis ça fait mal, et puis il faut repartir, et puis c'est aussi ne jamais se décourager. Et puis je pense que pour ça, il faut aussi accepter de parfois être déçu. Ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5 jours, mais il faut repartir assez vite, quoi. On n'a pas trop le temps de... Et ça rejoint ce que tu disais, c'est de ne pas trop penser. Mais parfois, il y a des réponses négatives ou des choses qui font que là, ça tape ou ça fait mal. Et je pense que là aussi, il faut apprendre à le vivre, à l'accepter. Et se dire que c'est certainement pas là par hasard, parce que c'est souvent quelque chose de négatif qui va être là pour quelque chose, certainement pour te donner une autre rage ou t'amener quelque part. Et ça, parfois, on le re-oublie dès qu'on retombe. On se dit, est-ce que ça va se redébloquer? Parce que parfois, le tunnel est un petit peu plus long cette fois-ci. Mais ça finit toujours par se débloquer. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à force, ça finit toujours par se débloquer. Ouais, rien n'est définitif, quoi. Mais c'est souvent, en fait, encore une fois, l'entourage qui te rappelle que ça se débloque pas. Toi, t'arrives encore à te dire c'est bon, j'ai foi, ça va se débloquer. Mais tu croises toujours plein de gens qui vont dire alors, mais pourquoi? Et t'es toujours obligé de réexpliquer. Et puis du coup, t'as toujours à nouveau le doute que c'est peut-être pas normal que ça se soit pas débloqué de suite. Ils sont pas dedans. Ouais, c'est ça.
Mais ça demande de la patience aussi. Et travailler de la patience. Il y a très souvent des portes qui sont fermées à un moment donné. Enfin, je l'ai expérimenté vraiment, des portes fermées, des non-réponses, des non, mais qui s'ouvrent plus tard et au bon moment et mieux, en fait. Ouais, c'est ça. Et Avec une petite rage quand même, tu te dis ah, tu m'as pas contacté avant. mais tu le savoures encore plus, Mais tu réfléchis. Tu mets 2 jours à répondre. On aurait gagné du temps. Mais c'est encore plus savoureux, non? Ouais, bien sûr. Oui, là, t'as la chambre. Et alors, du coup, on va terminer. Juste, j'aimerais bien savoir vos plus grandes fiertés aujourd'hui, puisque donc, vous avez réussi à fonder quelque chose qui vous tient à cœur, qui était soit un rêve qui est arrivé en cours de route, soit quelque chose que vous aviez au fond de vous depuis l'enfance. On sait que c'est dur et on en a parlé, mais aujourd'hui, c'est bien aussi des fois de se féliciter et de se dire putain, j'ai réussi à faire ça. Ou ce dont vous êtes le plus fier finalement aujourd'hui, toi par exemple, Moussa? Ce dont je suis le plus fier. Je m'inspire du discours de Snoop Dogg hier, je ne sais pas si vous avez suivi. Il vient d'avoir son étoile sur le boulevard Hollywood et pendant tout le speech, il s'est remercié. Et j'ai trouvé que c'était hyper beau parce que c'est rare qu'on se félicite soi-même. Donc je veux utiliser les 3 dernières minutes qui nous restent pour que chacun d'entre vous puissiez vous dire ce dont vous êtes le plus fier dans ce que vous avez pu faire. Moi, j'ai toujours du mal à prendre du recul et aussi de dire la fierté de ce que je suis. Parce que pour moi, je ne suis pas encore arrivé. J'ai encore énormément de choses à faire. Je suis encore jeune. Mais tu as déjà fait beaucoup, donc... J'ai déjà fait beaucoup en 10 ans, un peu plus de 10 ans, mais, parce que j'ai commencé tôt. Mais pour l'instant, j'ai du mal à me positionner, d'avoir un sentiment de fierté. Parce qu'aujourd'hui, moi, dans ce que je me suis engagé, surtout dans les situations dans lesquelles nous vivons, dans les quartiers et tout, il y a encore énormément de travail à faire. Bien sûr. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a pu faire, même si on a fait beaucoup, c'est un peu, c'est un grain de sable dans un grand hyper désert. important. Mais qui est important. Mais même au-delà de ça, même dans mes engagements précédents et tout, dans ce que j'ai fait et tout, etc., et ce qu'on a fait avec toutes les personnes avec qui j'ai fait, je me dis qu'en réalité, le sentiment de fierté que je peux avoir, c'est dans l'accomplissement des projets des uns et des autres qu'on accompagne. Ça, c'est une fierté qui est énorme. Moi, quand je vois que je contribue à faire en sorte qu'un jeune il puisse trouver un stage ou un emploi dans une entreprise, c'est un sentiment de fierté. Quand je vois que quelqu'un qui a fait un entrepreneur qui est rentré chez les déterminés et aujourd'hui, qu'ils réussissent leur projet ou pas, qui se développent et qui sont épanouis dans ce qu'ils font ou qui finalement, ça a été synonyme de retour à l'emploi, ça aussi, c'est des sentiments de fierté que j'ai. Et en fait, c'est ça mon moteur, c'est ça le truc qui fait en sorte que je me lève tous les matins, que je crée ces opportunités. Des fois, on me demande comment tu arrives à faire ça. Mais moi, je ne sais même pas répondre à cette question-là parce que c'est cette force-là qui nous pousse en fait à faire en sorte que ce qu'on fait, de toute façon, on ne le fait pas pour nous-mêmes. Et derrière, ce qu'on est en train de faire là, je sais que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aura un impact. Il y aura un impact, que ce soit pour les générations qui vont arriver après, pour nos enfants et pour et peut-être les enfants de nos enfants. Donc là, on est dans un truc où j'ai un peu de mal à me ressentir fier parce que il y a encore plein de... Je suis fier des réussites des uns et des autres et je suis fier aussi même de tout ce qu'on entend là aujourd'hui. Voir Dur Muslim, qui est un projet d'entrepreneuriat qui peut être aussi un exemple. Et je pense qu'il devrait plus prendre la parole pour inspirer aussi d'autres à faire la même chose. Anaïs, dans son projet, elle est dans la réalisation. C'est très compliqué. Moi, je vois plein de réalisateurs qui sortent et tout. Et c'est vrai que dans son taf-là, d'avoir des femmes qui réussissent dans ce domaine-là, je pense que ça, c'est des modèles inspirationnels. Et c'est important. On va devoir conclure. On a 3 minutes. On n'a plus les 3 minutes. Comme j'avais pas répondu à la question de... Non mais t'inquiète, attends, c'était très bien. T'as répondu pour tout le monde. Je vous remercie tous en tout cas d'être venus et c'est hyper inspirant de voir vos parcours. Le but de cette émission, c'est aussi justement de vous donner, de vous présenter des gens qui font des choses, de vous donner confiance vous aussi à vous lancer, à aller au bout de vos rêves. On va avoir plein d'autres thématiques sur les autres shows. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées, vos envies d'invités, vos envies de thématiques à aborder. C'est une grande discussion sans langue de bois, voilà, comme à la maison. Notre compte Instagram, c'est Paulette Talk et Paulette. Et Fanny, qui est en coulisses, là, en train de filmer un petit peu depuis tout à l'heure, qui est social content de Paulette, va vous répondre et animera tout ça pour que ça nourrisse les prochaines émissions. Donc voilà.
Merci à tous. Merci.